Et je suis très heureuse de vous présenter donc nos deux formidables du jour. Bonjour messieurs, bonjour Marcel Rivière. Vous êtes le coordinateur donc de l'AFM Téléthon pour le département de la Haute-Vienne. Et bonjour Mérougiane Karapétian. Bonjour. Vous êtes atteint de la myopathie de Duchenne, la maladie de Duchenne. C'est une maladie qui est très représentée au Téléthon. C'est quoi exactement la myopathie de Duchenne dont vous souffrez? La maladie de Duchenne est une maladie génétique neuromusculaire qui touche tous les muscles du corps. Et avec le fil de temps, votre muscle s'autodétruise et ça vous handicape plus en plus. C'est effectivement très handicapant. Comment, à quel âge est-ce qu'on vous l'a diagnostiqué, cette maladie? Vous qui étiez en Arménie? Comme j'étais jeune, en Arménie enfant, on soupçonnait que j'avais une maladie musculaire, mais le diagnostic complet était posé en France. J'avais 24 ans qu'on a appris que c'était Duchenne. Oui. Voilà. Vous êtes en fauteuil roulant depuis quel âge? J'ai arrêté de marcher entre 9 ans et demi et 10 ans. Oui. Je me suis retrouvé sur un fauteuil manuel et avec le fil de temps, j'ai perdu la force à mes bras. Maintenant, je suis sur un fauteuil électrique. Donc c'est une maladie effectivement dégénérative qui empire au fil du temps. Oui, c'est une maladie dégénérative et à fil de temps, vous perdez vos capacités de bouger vos mains, vos pieds et après, ça touche les organes vitaux et ça s'arrête. Est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce que vous prenez des médicaments aujourd'hui, soit pour vous soulager, soit pour aller mieux? Non, pour le moment, il n'y a pas de médicaments pour me soulager parce qu'il n'y a pas encore remède n'a pas été trouvé. Mais il y a des avancées de la recherche. Mais les jeunes myopathes du Duchenne, ils peuvent avoir des médicaments qui pourront améliorer leur vie dès le jeune âge. Et là, c'est effectivement le rôle notamment du Téléthon et du Généthon. Le Généthon, c'est le laboratoire de l'AFM Téléthon. C'est vrai qu'il y a eu des avancées assez extraordinaires, notamment sur cette maladie de Duchenne, Marcel? Oui, alors il y a plusieurs laboratoires, mais le Généthon est le laboratoire qui permet la recherche initiale. Et c'est vrai qu'il y a eu des avancées avec le petit Sacha avec 8 ans, avec une avancée formidable. Je dirais c'est un espoir pour nous. Parce qu'il peut remarcher, monter des escaliers. Donc c'est le premier. On va voir si le résultat va être jusqu'à la fin de l'analyse. Il a pu effectivement bénéficier de cet essai clinique. C'est de la thérapie génique. Oui. Il y en a quelques-uns, des enfants assez jeunes qui ont pu bénéficier de cet essai. Et effectivement, c'est très probant. Oui, c'est probant et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le véritable espoir par rapport à cette maladie de Duchenne qui était le point de départ de l'AFM. Oui. Donc vraiment, on vous donne un espoir comme pour d'autres maladies où il y a des avancées. On l'a vu avec des petites jumelles. Donc il y a plusieurs avancées, mais par rapport à la maladie de Duchenne, c'est le petit Sacha qui est aujourd'hui notre espoir. Tout ça, donc effectivement, cette recherche, c'est beaucoup grâce au Téléthon, je le disais, qui existe depuis 1987. Vous récoltez des dons chaque année. Ces dons-là, ils servent pour la recherche, pour améliorer aussi la vie, l'accompagnement des personnes qui sont malades? Alors l'AFM a deux missions, c'est guérir et c'est aider. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. La mission guérir, on en parle avec les laboratoires, avec les chercheurs, mais la mission aider, la preuve, il est arrivé dans notre pays, et il a été accompagné par des personnes, il y a un service régional. Donc l'accompagnement pour nous aujourd'hui est primordial aussi. Donc ces deux missions, pour nous, sont le moteur de notre victoire future. Oui, parce que Mérougiane, effectivement, vous, alors malheureusement, vous êtes trop âgé pour bénéficier d'un essai clinique, mais tout le Téléthon, enfin tout l'AFM Téléthon, l'argent récolté, ça vous a aidé, ça vous aide encore dans votre vie quotidienne? Et ça m'aide toujours, le Téléthon, parce que le Téléthon m'accompagne pour beaucoup de choses, pour les médecins, pour les administratifs. L'AFM est avec moi, même si je ne peux pas bénéficier le médicament, mais l'AFM m'aide quand même dans ma vie de tous les jours, parce que c'est important, c'est nécessaire, avoir un accompagnement quand vous êtes en fauteuil. Il y a un autre truc qui vous aide aussi, c'est le sport. On vous avait déjà reçu dans cette émission, Mérougiane, vous êtes le coach des Grizzlies. Les Grizzlies, c'est le foot-fauteuil, c'est l'équipe de foot-fauteuil de Limoges. Ça aussi, c'est important pour vous? En fait, c'est très important de pouvoir bénéficier, faire un sport en étant une personne handicapée qui atteint une maladie rare et très difficile à vivre. Le sport, ça vous aide énormément parce que vous êtes comme les autres. Et à ces moments-là, vous n'avez aucune différence entre une personne valide et une personne en fauteuil.
Vous, Marcel, pourquoi est-ce que vous êtes investi depuis des années maintenant à l'AFM Téléthon? Alors moi, je suis investi parce qu'en fait, dans mon milieu professionnel, j'avais embauché une personne qui était touchée par une maladie et donc j'ai trouvé que ce combat était important et donc je suis rentré par la petite porte au niveau de l'AFM. Et voilà, aujourd'hui, je suis arrivé le responsable. Mais aussi, ce qui m'encourage, c'est de rencontrer des bénévoles sur le terrain, parce qu'en fait, la collecte se fait au niveau de l'AFM, mais on a des bénévoles, c'est-à-dire sur le département, à peu près 1200 personnes à 1500 personnes qui vont faire chauffer des crêpes, qui vont faire des repas, qui vont danser. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me tient beaucoup à cœur, ce côté social, ce côté partage. Et parce que le Téléthon rappelle que c'est festif également, donc je le rappelle, ce sera le 29 et 30 novembre. Oui. France Télévisions, évidemment, depuis très longtemps, est associé à l'événement. On peut commencer à donner ou il faut attendre quand même? Non, on peut. Alors, le 36-37 ne sera ouvert que le 29 et 30. Mais aujourd'hui, il existe des moyens électroniques par des pages de collecte. Et sur le site internet du Téléthon, téléthon.fr, il ne faut pas hésiter à déjà y jeter un petit coup d'œil. Vous restez avec nous, messieurs, on continue à parler du Téléthon dans quelques instants, mais on va aussi parler de droit d'avocat et surtout de la robe de l'avocat avec Maître Amélie Oudjedi. Maître Amélie Oudjedi, qui fait partie des 76 273 avocats en France. Et tu viens avec ton habit de lumière, ton habit d'avocate, la robe de l'avocat. Alors moi, c'est un truc qui m'a toujours un peu fascinée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, d'imaginaire autour de la robe de l'avocat. Tu peux nous la présenter ? Et oui, c'est ma petite robe noire qui est à la fois portée par les femmes mais également par les hommes, puisque c'est un costume professionnel obligatoire pour l'ensemble des avocats de France. Alors, ça s'appelle une toge qui est comportée d'un rabat, qu'on appelle aussi bavoir, et ce qui me donne le surnom finalement de baveux. Oui. Et derrière, vous avez l'épitoge. Avec la présence, alors à l'époque c'était de l'hermine. C'est de l'hermine avant. Aujourd'hui on est, alors moi c'est du lapin, mais très souvent maintenant c'est du synthétique. De la fausse fourrure. Tiens, donne-la moi, je rêverais de la mettre, mais j'ai pas le droit de la mettre moi. Normalement. Après, pourquoi pas Mais même toi, là, pourquoi t'es pas venue avec? Alors moi, je ne la porte pas, puisque effectivement, je n'ai pas forcément le droit de la porter ailleurs qu'en juridiction. D'accord. C'est d'ailleurs la loi, une loi assez ancienne de 71 qui nous précise et qui rappelle, et nous on est très attachés aux règles déontologiques, que nous pouvons porter cette tenue que lors effectivement de notre travail judiciaire, c'est-à-dire en audience. D'accord. Voilà. Donc quand vous êtes en train de plaider. Exactement. On ne le porte pas quand on reçoit nos clients dans les bureaux, évidemment. Par contre, petite particularité, on peut la porter lors de l'enterrement de confrères. Effectivement, ça rend aussi hommage à ce confrère et il y a donc la robe qui est portée. Ouais. Ça doit impressionner un peu quand on est dans une salle d'audience. Alors, c'est vrai que ça impressionne certainement les clients, mais ça impressionne aussi l'avocat quand il débute, puisque c'est quand même assez... on a l'impression de porter... prestigieux. Une charge. Alors, d'un côté, c'est un côté rassurant, puisqu'on se sent un peu couvert et protégé, finalement, par cette grande famille de l'avocat, du fait de ce costume. Mais en même temps, effectivement, on a cette responsabilité, on se doit de faire les choses aussi correctement. Ça peut être lourd à porter. Exactement. Alors, il y a une légende qui dit qu'il y a 33 boutons, je crois. Est-ce que c'est vrai? Alors, il faut savoir que la robe d'avocat... C'est à la fois c'est un signe religieux très important, puisqu'à l'époque, les avocats, c'était des membres du clergé. Donc la robe d'avocat telle qu'elle est aujourd'hui, elle provient finalement de la soutane, qui était donc la tenue vestimentaire des membres du clergé. Elle avait, à cette époque-là, ces personnes avaient une capuche avec de l'hermine autour. Et on le retrouve, en fait, ce que c'est transformé comme étant notre épitoge aujourd'hui. Et alors, ces 33 boutons, oui, ils ont existé, puisque c'était les 33 ans, l'âge de la mort du Christ. Ça faisait référence à cela. Aujourd'hui, on n'en a plus 33, et heureusement, puisqu'on la porte et on l'enlève assez vite, cette robe. On passe d'une salle d'audience à une autre et effectivement... Ce serait un peu long. Ça serait un peu long d'enlever 33 boutons. Donc c'est quelque chose, on se détache quand même beaucoup plus aujourd'hui de ce passé religieux qui était quand même très présent. Il y avait également une traîne dans la robe d'avocat. Alors si vous l'ouvrez d'ailleurs, vous verrez que ma traîne, je l'ai. Elle est en fait remontée à l'intérieur avec les ficelles. D'accord. Cette traîne-là, elle avait également
ça faisait partie du passé religieux. Hein. On estimait que c'était pour garder une distance, en fait, à l'époque, avec le reste de la population. Il y avait ce petit côté prestigieux aussi de cette profession-là. Aujourd'hui, on a remonté la traîne parce qu'on estime qu'aujourd'hui, cette robe, on doit la porter dans une démarche finalement d'égalité, de neutralité surtout. Oui. Et c'est pour ça que... Ça, c'est important de le rappeler. Exactement. Est-ce qu'il y a des différences entre régions en France? Alors oui, il y a une différence avec principalement une région, et même plutôt une... La Corse? Non, pas du tout. C'est Paris. Ah d'accord, ok. Paris. Puisque, effectivement, les Parisiens n'ont pas, sur les pitoges, n'ont pas ni d'hermine, ni de lapin, ni de synthétique. C'est tout noir. Et ça s'explique en faisant les recherches pour le cadre effectivement de cet enregistrement. Je me suis aperçue que j'avais tort parce que moi j'étais persuadée depuis 8 ans maintenant que les avocats parisiens avaient coupé finalement les pitoges en soutien en fait en contestation plutôt du procès de Marie-Antoinette. Ils n'avaient jamais fait leur deuil et ça c'est ce que j'ai toujours entendu. Finalement je m'aperçois qu'il y a deux autres éléments qui pourraient expliquer cela. On nous parle notamment de Napoléon III avec une défiance des avocats à l'encontre de Napoléon III qui voulait leur faire prêter serment. On nous parle aussi du deuil de Malesherbes, qui est en fait l'avocat qui avait défendu Louis XVI et en contestation parce qu'il a été guillotiné. On aurait coupé donc cette hermine. Merci pour toutes ces infos. Juste, t'en as combien, toi, des robes comme ça? Moi, j'en ai qu'une, c'est ma première. Ouais, d'accord. On dit que l'avocat a 3 robes dans sa vie. Okay. La première, quand il prête serment. La deuxième, pour gagner sa vie. Et la troisième, il meurt avec. Donc, je ne suis pas pressée. C'est un bâtonnier. Merci pour ces infos, Amélie. Tu restes là encore quelques instants avec nous. Voilà, je la mets là. Je ne veux pas l'abîmer parce que c'est ta première robe. C'est quand même assez précieux. Je voudrais revenir à vous, nos invités formidables. On parle donc du Téléthon. Un chiffre, quand même, les dons en 2023 se sont élevés au niveau national à 92 905 533 €. Oui. C'est pas mal. Et même en Haute-Vienne, je crois que vous avez dépassé un record. 571 230. Et quand on parle de dons, il y a aussi des participations actives des bénévoles. C'est-à-dire qu'il y a la partie dons, mais acheter une crêpe. Voilà. Donc c'est vraiment une collecte globale, y compris la participation, notamment la Haute-Vienne. C'est plus de 40% qui sont faits par des animations de terrain. Donc vous avez besoin d'ailleurs toujours de bénévoles et toujours de bénévoles. Beaucoup de bénévoles. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, le côté festif pour nous est primordial. C'est... Par rapport à nous, c'est quelque chose qu'on aime retrouver sur le terrain, des gens qui font du sport, des gens qui font du théâtre, des gens qui vont faire un repas. C'est bien de mélanger le côté sociétal de tout le monde. Voilà. Bien sûr, et on rappelle que c'est très concret, le Téléthon, donc ce sont des dons qui permettent la recherche, l'accompagnement de malades comme Mérougiane. Grâce aux dons l'année dernière, notamment 38 essais cliniques sont en cours ou en préparation pour 29 maladies différentes. Et c'est ça aussi, là on a parlé de la maladie de Duchenne, la maladie de Mérougiane, mais vous aidez plein de maladies rares et finalement qui bénéficient à tout le monde. À tout le monde. C'est d'ailleurs le leitmotiv qu'on a, et on verra tout à l'heure sur le thème. On était face à un mur et aujourd'hui, il y a des pans de murs qui tombent, mais pour d'autres maladies. C'est-à-dire que le Généton, dès qu'il découvre quelque chose, la première c'était la carte ADN et ça servait à tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit. Alors, je vais faire un exemple sur la DMLA, qui est une maladie pour les personnes âgées. En fait, des maladies visuelles aujourd'hui sont guéries grâce à des recherches pour le Téléthon. La sclérose en plaques, il y a beaucoup d'avancées. Dans l'actualité, il y en avait la maladie de Charcot, il y a une partie de la maladie de Charcot, qui est la maladie de Charcot-Maritou, qui est soignée par l'AFM. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les recherches servent à tout le monde. Et c'est aussi la notion de partage. Les gens de terrain partagent avec nous, et nous, on partage avec eux vis-à-vis de d'autres recherches. Bon, pour 2024, vous l'avez compris, il faut faire monter le curseur des dons, donc 29-30 novembre. Évidemment, toutes les chaînes de France Télévisions vous proposeront des programmes. Il ne faudra pas hésiter à faire le 36-37 ou aller sur le site du téléthon.fr. Donc rendez-vous le 29 et le 30 novembre. Vous restez encore un petit peu avec nous.